Bonjour, bonjour. Mon nom, c'est Yves Blanchet et je suis ici pour vous présenter ma présentation sur les stratégies des acteurs dans le cadre d'une politique publique de la formation de la main-d'œuvre. Et on va voir une étude que je fais c'est à partir d'une plus grande étude que j'ai faite sur ma thèse de doctorat et j'extrais des données qui portent sur maintenant les stratégies des acteurs. Donc, je mets l'accent sur cette partie-là de mon étude. Alors, allons-y tout de suite d'abord. C'est une étude exploratoire qualitative. Donc, vous allez voir, je ne suis pas avec des données quantitatives, mais beaucoup plus qualitatives, parce qu'on parle de stratégie, justement. Alors, plan de la présentation aujourd'hui. D'abord, on va voir l'objectif de l'étude, bien sûr, la perspective, le contexte pour contextualiser tout ça, et des résultats. Des résultats sur les stratégies, bien sûr. Et la discussion, conclusion pour la fin. Voilà. Alors, allons-y tout de suite. Objectif de l'étude. Quel était l'objectif de l'étude? Qui est toujours en cours pour la conclusion et discussion. Tout ça. Alors, d'abord, c'est d'abord double, identifier les stratégies des acteurs dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique publique sur le développement des compétences, bien sûr. Les identifier et tenter de les expliquer le rôle de ces stratégies. Est-ce qu'elles favorisent ou non le développement des compétences de la main-d'œuvre? Le titre peut-être peut porter à confusion. Elle favorise, mais on va voir qu'elle ne favorise pas tous. Les stratégies ne sont pas tous en faveur de favoriser le développement des compétences amateurs, même à travers une politique publique. On va voir davantage. Perspective. Je me situe dans une perspective institutionnaliste pour vous cadrer, pour vous situer. Qu'est-ce que je veux dire dans ce sens-là? Ben, à partir des auteurs et tout ça, qui portent sur les acteurs. Alors, les acteurs, leur stratégie dans cette perspective-là, ben, il faut savoir que dans cette perspective-là, les acteurs se positionnent stratégiquement dans des réseaux organisationnels, institutionnels, tout ça, pour se donner les capacités d'agir sur la politique publique, mais agir pour en bénéficier de cette politique publique-là. Donc, ils ne sont pas nécessairement passifs. Ils peuvent jouer un rôle. Ils peuvent jouer un rôle s'ils le veulent. Donc, ça leur appartient. Ils peuvent jouer. Et voici par exemple, des stratégies que des acteurs peuvent mettre en place dans le cadre d'une politique publique plusieurs politiques publiques, mais dans le cadre du développement des compétences, innover, jouer, influencer le parcours organisationnel. Par exemple, des entrepreneurs, des entreprises pourraient influencer les bénéfices qu'ils reçoivent d'une politique publique dans leur entreprise ou des syndicats pourraient jouer le même rôle, faire avantager leurs membres par rapport à tout ça. Donc, ça leur permet de s'adapter, tout ça. Et donc, les acteurs dans cette perspective-là peuvent établir des partenariats avec différentes organisations, peut-être des experts en formation, pour justement favoriser le développement des compétences à travers une politique publique. Donc, c'est pas seulement que la politique est là, on peut se servir de cette politique-là pour le plus grand bénéfice de tous ou pas. C'est à voir. C'est à voir si les stratégies vont aller dans ce sens-là. Et dans quel contexte on est? Dans le contexte québécois. Ici, il y a une politique publique du développement des compétences avec tout un système institutionnel. Et je mets l'accent sur le système institutionnel. Pas autant la loi que toutes les institutions qui se sont développées autour de cette loi pour comprendre où on est. Mais ce système-là, ce contexte des politiques, a été créé en étant on a privilégié, cette politique-là a privilégié le partenariat entre les acteurs pour que les acteurs du marché du travail puissent se concerter, discuter à travers des dispositifs de cette politique-là pour en venir à identifier les besoins de formation, identifier les meilleures stratégies, etc., etc. Donc, l'idée, c'est pourquoi? Parce que les partenaires du marché du travail, c'est-à-dire les acteurs, sont les mieux placés pour savoir connaître les besoins de formation dans leur entreprise, dans leur secteur, et sont peut-être mieux placés pour mobiliser l'ensemble des acteurs d'un secteur donné. Donc, c'est eux peuvent jouer un grand rôle, beaucoup plus que, par exemple, la fonction publique ou le gouvernement. Donc, on met ça dans les mains des acteurs qui sont présents sur le terrain, comme on dit. Et ils peuvent ainsi, dans cette perspective-là, mieux aligner leur stratégie pour favoriser le développement des compétences, mieux identifier les besoins et mieux identifier les formations pour combler ces besoins-là. Donc, l'idée, c'est, dans cette perspective-là, les acteurs jouent un grand rôle, peuvent jouer un grand rôle. C'est ce qu'on va voir. Ici, je vous présente rapidement un synopsis de cette étude, c'est-à-dire, c'est pas l'ensemble des dispositifs, mais
sur lequel j'ai mis l'accent sur mon étude. Alors, ici, on parle de dispositifs institutionnels, comme je parlais, qui sont volontaires et qui ciblent les PME en général. Et on parle ici pour diminuer le coût de la formation et mieux identifier les besoins de formation pour développer des formations pour combler les besoins des PME. On sait que le grand obstacle des PME, c'est le coût de la formation. Alors, en ayant ce dispositif-là disponible pour eux, on s'attend qu'il va jouer un rôle. Et sont constitués d'acteurs. Ici, si on regarde au centre du petit graphique en bas, on voit CSMO qui signifie les comités sectoriels de main-d'œuvre et juste en dessous, les mutuelles. Ce sont eux les dispositifs que je vais regarder. Et ils sont constitués d'acteurs diversifiés. On peut les voir à l'extrémité, l'État, le patronat, syndicats et d'autres acteurs. Donc, tout ça, ils sont joints ensemble pour jouer un rôle pour favoriser le développement des compétences. En théorie, voilà. Alors, ça, il y a généralement un financement temporaire de l'État pour les aider à se prendre en charge et on vise l'autonomie financière éventuellement. Puis, par la suite. Alors, c'est le portrait dans lequel je vais situer l'étude. Résultat de l'étude au résultat des stratégies. Ben, voilà. Basé sur les 4 acteurs qu'on vient de voir, l'État québécois est représenté par ce qu'on appelle la CPMT ici, la Commission des partenaires du marché du travail, qui joue son rôle. Les institutions semi-publiques qu'on vient de voir, les comités sectoriels de main-d'œuvre, CSMO, les mutuelles. Le patronat sont représentés par des PME, la plupart, et des syndicats, divers syndicats que j'ai rencontrés. Maintenant, les stratégies qui ont été mises en place par différents acteurs qui ont favorisé ou non le développement des compétences. C'est ce qu'on va voir. D'abord, la stratégie de la transférabilité, on va voir qui a été mise beaucoup en place par la CPMT, qui est un peu le représentant indirect de l'État québécois. On va voir qu'est-ce qu'on en dit ici. Alors, on sait que la CPMT cherche à réduire les coûts de la formation pour les PME parce que c'est un obstacle majeur. On cherche à augmenter l'accès à la formation pour ses employés dans les PME. Et on sait que la majorité des emplois sont dans les PME. Alors, il y a une importance à réduire, à améliorer l'accès à la formation. Puis, on a conçu un dispositif qui permet de réduire les coûts, justement, pour les PME par l'accès à la mutualisation. La mutualisation qui est le dispositif des mutuelles, c'est-à-dire, il y a des mutuelles par secteur d'activité et chaque mutuelle a pour rôle de mobiliser les PME d'un même secteur à se regrouper ensemble dans les mêmes locaux pour recevoir la même formation pour des besoins communs, le même besoin, tout ça. Donc, dans le fond, ce que ça permet de faire, c'est de réduire les coûts de la formation pour les PME. Au lieu de laisser aller les PME s'acheter de la formation individuellement, payer le gros prix, ils se regroupent ensemble et on peut réduire les coûts. On mutualise les coûts de la formation. Tout ça là, on y arrive à la transférabilité. Qu'est-ce que c'est? La transférabilité, c'est que la CPMT a transféré la responsabilité, on peut dire, du succès ou de l'échec de cette stratégie, des dispositifs, dans les mains des acteurs locaux, et en gros, dans les mains des PME. On a dit, on vous met à votre disposition un dispositif, mais c'est à vous vous assurer que ça donne des résultats, que ça favorise le développement des compétences de la main-d'œuvre. C'est à votre responsabilité. Alors, pourquoi? Parce qu'on revient, c'est le fondement que les PME et tous les acteurs d'un secteur sont les mieux placés pour identifier les besoins, mobiliser leur secteur, etc., pour s'assurer que les acteurs, les PME vont faire fonctionner ce dispositif-là et favoriser le développement des compétences de la main-d'œuvre. Donc, comment ça fonctionne dans la vraie vie? On va dire, en fait, c'est les institutions publiques, les comités sectoriels de main-d'œuvre et mutuelles qui ont mis en place plusieurs stratégies pour tenter de réussir dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce qu'elles ont fait? Ben, les grandes stratégies qu'elles ont mises en place, c'est qu'elles se sont dotées de conseils d'administration ou de comités spéciaux, comités de gestion dépendant des mutuelles, dépendant des comités sectoriels, composés d'une diversité d'acteurs. Ces acteurs-là ont peut-être des connaissances dans les besoins de formation, des connaissances dans les réseaux, ils ont accès à des réseaux, financement. Donc, tous les membres du comité
du conseil d'administration, peut apporter plein de solutions pour la mutuelle pour qu'elle réussisse son implantation dans le secteur. Et aussi, ces dispositifs-là, ces acteurs-là, ont multiplié les actions par secteur d'activité, ont cogné aux portes des PME pour les mobiliser, pour qu'ils s'inscrivent à la formation, pour les convaincre que ça pourrait donner des bons résultats. On pourrait favoriser le développement des compétences de la main-d'œuvre. Et aussi, on a tenté de faire des partenariats, former des partenariats avec certaines organisations qui ont peut-être des expertises en formation, des expertises en besoins de formation, pour tenter peut-être de mieux combler les besoins des entreprises. Identifier les besoins, les combler, donc des organisations ont peut-être des expertises. Faire des partenaires particuliers avec ceux-là. Cependant, le paradoxe de la transférabilité, c'est que en même temps qu'on donne la responsabilité aux acteurs de ces mutuelles-là, aux PME, du succès ou de l'échec du développement des compétences, c'est que la CPMT a proposé, qui est l'acteur, l'État québécois, du financement pour inciter les petites et moyennes entreprises à participer, à s'engager là-dedans. Oui, cependant, où est-ce que ça commence à aller moins bien? Paradoxalement, elles ont dit notre soutien financier, oui, mais c'est pour des besoins que nous, la CPMT, on identifie, et non vos besoins spécifiques de vos entreprises. On a des besoins particuliers, par exemple, au Québec ou dans des secteurs sur l'alphabétisation ou des règlements en santé, tout ça. On veut que les formations que vous allez instaurer vont servir à combler ces besoins-là et non vos besoins spécifiques d'entreprise. Qu'est-ce qui arrive? On démobilise les PME à s'investir dans ces dispositifs-là et on démobilise la volonté à réussir, à favoriser le développement des compétences. Parce que la formation qu'on leur suggère fortement ne répond pas à leurs besoins spécifiques d'entreprise, de petites et moyennes entreprises. Alors, deviennent plus ou moins intéressés à cette situation-là. Alors, on se tire dans le pied, en fond. Ça n'apporte pas, cette stratégie-là n'apporte pas un grand succès. Paradoxalement, il y a aussi le paradoxe de la stratégie partenariale. Ils ont des partenariats à faire, bien sûr, on a vu. Et afin de réussir, les institutions semi-publiques ont la responsabilité de réussir avec les partenaires locaux, avec les PME, tout ça, ce que la CPMT leur demande. Hein, on leur remet la responsabilité entre les mains. Cependant, en faisant tout ça, les institutions semi-publiques veulent tellement réussir que leur ego en prend de la place, ils veulent être les incontournables dans leur secteur. Ils veulent être le pôle d'attraction, que ce soit un comité sectoriel ou que ce soit une mutuelle. Donc, des exemples. Dans le secteur de la santé des résidences pour personnes âgées, les mutuelles ont fait compétition contre les centres de services scolaires, le service aux entreprises dans lesquels on fait déjà de la formation dans ces résidences-là. Alors, ce qui est arrivé, la mutuelle de ce secteur-là n'a pas réussi à s'implanter. Les centres de services scolaires sont là depuis beaucoup plus longtemps et ont beaucoup plus de moyens. Ils n'ont pas voulu faire de compromis ensemble. Il est arrivé ce qui devait arriver, ça a terminé. Et la même chose dans le secteur des services de garde pour la petite enfance. Il y avait une possibilité il y aurait eu une possibilité de faire un partenariat avec les regroupements régionaux de services de garde qui offrent déjà de la formation. Peut-être un groupe fait l'analyse des besoins, l'autre groupe fait les mutuelles auraient fait la diffusion de la formation, mais non, il n'y a pas eu d'entente. On n'a pas réussi à faire de partenariat. La mutuelle, ce service-là, a tombé à l'eau. Et c'est les regroupements régionaux qui continuent. Donc, les compromis sont difficiles dans ce niveau-là. Le paradoxe, c'est que ces institutions-là, semi-publiques, d'un côté, elles demandent aux PME d'un secteur donné de se regrouper ensemble dans les mêmes locaux avec leurs compétiteurs, plein de petites PME qui compétitionnent entre elles dans le monde pour des dépendant de leur activité économique. Mais là, pour la formation, on dit venez dans les mêmes locaux en même temps, partager la même formation pour vos besoins communs. On demande, faites des compromis. Cependant, lorsqu'on se tourne, ces institutions publiques-là, de leur côté, elles ne font pas de compromis, elles ne font pas de partenariat avec des organisations de formation qui auraient peut-être des expertises, mais comme on a vu, les centres de services scolaires, les regroupements régionaux pour les services de garde ont des expertises en formation, mais ils ne font pas de compromis, mais
Donc, autrement dit, ces institutions semi-publiques-là demandent aux PME, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Hein. Donc, les partenariats ne vont pas très loin. Donc, elles ont peu à offrir aux PME. C'est le problème à la fin. Les stratégies des PME reçoivent peu parce qu'on ne fait pas de compromis. Les besoins, c'est pour des besoins autres que les besoins des PME. Fait que les PME sont plus ou moins intéressées par la formation générale, sont intéressées par de la formation spécifique. Et même les associations patronales nous ont dit que en gros, les PME ont d'autres priorités que la formation. Leur survie, ils sont toujours en mode survie. Les PME n'ont pas beaucoup de ressources comme les grandes entreprises, donc ce qui fait en sorte que ils ont les priorités, c'est autre. La formation est moins importante que juste la survie de l'entreprise. Et aussi, les gestionnaires des PME, en gros, les gestionnaires des entreprises, ce ne sont pas des gestionnaires de formation. Ce sont des gestionnaires d'entreprise. Alors, eux, ce qu'ils veulent, c'est de la formation clé en main. Une variété de formations, la formation qui comble des besoins spécifiques et tout ça. Donc, qui fait en sorte que, là non plus, leur stratégie n'est pas pour développer des compétences de la main-d'œuvre à travers des politiques publiques, ce qui ne correspond pas à leurs besoins. Stratégie syndicale, un peu, on se rejoint ici. Eux, oui, ils soutiendraient cette politique-là, mais faudrait encore que, encore une fois, il ne faut pas que, lorsque la politique, ce dispositif-là couvre des employés syndiqués et non syndiqués, là, les syndicats sont beaucoup moins enclins à soutenir avec des ressources et autres. Souhaiteraient que ce soit leurs membres spécifiquement qui soient ciblés là-dessus. Et aussi, ils ont d'autres priorités, d'autres enjeux, la négociation collective, les enjeux salariales, etc., sont toujours en haut de la formation. La politique de la formation est beaucoup plus située plus en bas de la liste qu'en haut de la liste, en général. Et on l'a vu les dernières années aussi. Donc, en conclusion, discussion, on pourra y revenir, c'est que oui, il y a des politiques, il y a des stratégies gagnantes qui auraient pu être mises en place. Les conseils d'administration, tout ça. Mais la stratégie de la transférabilité et le paradoxe de la transférabilité et le paradoxe des partenariats, stratégies partenariales, fait en sorte qu'on n'arrive pas à se servir de la politique publique de la formation pour vraiment favoriser le développement des compétences de la main-d'œuvre. Les acteurs sont pris dans leur ego, avec leur stratégie, c'est leurs besoins d'intérêt premier. On n'aligne pas efficacement les stratégies pour donner des résultats. Donc, autant les PME sont plus ou moins intéressés que les syndicats ont d'autres enjeux aussi pour soutenir tout ça. Voilà.